à tous à Lambris. Donc c'est un rendez-vous Pays d'Art et d'Histoire organisé par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Voilà. Donc c'est dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire. Ce label a été obtenu en 2024 par la communauté de communes pour toutes ces communes, donc 41 communes qui bénéficient de ce label. Ce label, c'est autour de la connaissance et de la valorisation des patrimoines, tout type de patrimoine, immatériel, aujourd'hui on le verra, puisqu'il y a des habitants qui vont témoigner, patrimoine bâti, paysager. Donc on fait une programmation tout au long de l'année. Là vous avez des dates jusqu'au mois de fin mai, mais le programme de juin à septembre va arriver et voilà, il y a plein de dates à venir encore jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, si vous voulez rester informé de tout ce qui se fait sur le Pays d'Art et d'Histoire, mais de manière en ligne, il y a une newsletter. Donc si vous voulez me donner votre adresse mail, je vous inscris et vous recevrez donc une lettre d'information par mois. Voilà, merci à Laetitia qui a bien travaillé et qui va nous proposer la visite de Lambris. Voilà, donc merci à la CC du coup d'avoir fait appel à moi encore. et donc l'idée aujourd'hui c'est tout d'abord de découvrir, redécouvrir un petit peu Lambris parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes du village, donc ça va être aussi l'occasion pour ceux qui veulent témoigner, se rappeler, s'il y a des souvenirs qui remontent, surtout n'hésitez pas à en faire part parce que c'est des moments comme ça de partage aussi de connaissances et d'histoire. Et d'ailleurs j'ai fait appel à quelques habitants pour venir m'accompagner dans cette balade et découverte. Donc on a Monsieur Chélan, Philippe Chélan, donc, qui va un petit peu intervenir à plusieurs endroits pour préciser, rappeler, voilà, parce qu'il sait beaucoup de choses, donc il m'a aussi aidé dans mes recherches. J'ai demandé aussi à Adrien de parler un petit peu de ce qu'il fait sur le village, tout ça, parce que j'ai envie aussi qu'on... souvent les visites, on parle beaucoup de l'histoire, les vieilles pierres, tout ça, mais je pense que dans un village comme Lambris, ce qui est très intéressant, c'est aussi de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et comme il se passe quand même pas mal de choses pour un tout petit village comme celui-ci, eh ben, j'avais envie que des personnes de Lambris puissent en témoigner. Donc voilà. Et puis voilà, et bien sûr Robert Martorano, notre maire de Lambris, qui va également intervenir à plusieurs endroits et notamment pour notre grand final. L'église. Ah, oui. Parce que si vous êtes courageux et vous restez jusqu'à la fin, on va pouvoir rentrer dans l'église. Donc c'est quand même notre petit le clou de la journée. Donc on va essayer de le faire dans un temps assez compact pour éviter de se prendre l'orage. Ça menace, mais Monsieur Chélan m'a dit que ça devrait pas. Jusqu'à 4 heures, ça devrait pas. Donc voilà. Donc on va commencer par une petite déambulation. Ce que je vous allais faire, on a vu avec Philippe, c'est vous amener dans un endroit qui est un petit peu en hauteur et qu'on puisse vraiment redécouvrir le village à un point un peu plus haut et peut-être un endroit où pas tout le monde a pu accéder parce qu'il faut les clés. Et aujourd'hui on a le maître des clés avec nous et donc on va accéder à cet endroit. Donc si vous voulez bien nous suivre. L'aréole, ça balance. Et même le maillot, Et donc effectivement, on a la montagne du Touron qui est la bosse avant Cheval-Blanc, qui est juste là. C'est le point culminant de la commune, à 2057 mètres. Et c'est là aussi où ça rejoint les communes d'un côté de Thorame-Basse et de l'autre de Tartonne. On a le Charvet juste derrière nous, avec aussi le sommet du Meunier, qui est juste derrière. Et de l'autre côté, donc ouest, on a la Sapée. Et l'autre point qui est quand même très haut, c'est l'Allier, qui monte à 1790, et c'est cette montagne qui est à gauche. D'accord ? Donc la commune de Lambris, vous voyez, c'est quand même un peu une enclave. On est bien entouré de sommets assez importants, entre 2000 et 1700 quand même. Et voilà, et elle est traversée donc par une rivière qui est l'Ancourt, que connaissent bien ceux du hameau de Rivière, parce qu'elle passe pas loin. Et en fait, c'est quand même, bien qu'il y ait de l'eau, on l'entend aujourd'hui, en ce moment en plus on ne va pas se plaindre, il y a beaucoup d'eau, mais quand même c'était une terre, d'ailleurs quand on remonte
la vallée de l'Ancure quand on vient de l'Issol, on voit ces terrains quand même, toutes ces roubines, c'est quand même assez sec. Et d'ailleurs on dit que le nom de l'Ambruisse, alors il y a deux variantes de ce nom, je ne sais pas si certains le connaissent. L'Ambruisse, ça vous fait penser à quoi? L'Ambrousse. C'est l'Ambrusca. Et c'est quoi l'Ambrusco? L'Ambrusca, vigne sauvage. Voilà, la vigne sauvage. Et c'est d'ailleurs un vin aussi en Italie, le Lambrusco. C'est un peu un vin, pas de super qualité, mais c'est un petit vin sympa qu'on boit. Et c'est vigne sauvage. Et la vigne sauvage, souvent, c'est dans des terres quand même arides. Et donc, on disait que l'Ambruisse était quand même un lieu aride. Et autre chose, donc ça c'est déjà son nom, ce nom qui apparaît apparemment vers 1200, donc on dit le XIIIe siècle. On entend parler et vers 1300, 1315, on a même le premier recensement. Et à cette époque-là, on comptait déjà 310 habitants à peu près. Il y avait 52 feux. Mais il faut faire attention parce qu'à l'époque, faisait partie de cette commune, ce qui n'était pas une commune, de cette paroisse, on va dire, il y avait aussi la Douroul, hein, le petit hameau de Douroul qu'on connaît aujourd'hui et qu'on sait aujourd'hui faire partie de Clumant. Hein. C'est de l'autre côté de la Sapée, vous avez la Sapée, Douroul c'était juste derrière. Et donc quand on comptait 310 habitants, il faut penser qu'il y avait quand même le hameau de Douroul qui devait être aussi bien habité à l'époque. Autre chose un peu intéressante, c'est que on a lu avec Claudie aussi que à cette période-là, on ne situe pas exactement où se trouve l'Ambruisse. On n'est pas sûr qu'au XIIIe siècle, l'Ambruisse était vraiment là. Il se peut que le village était à un autre endroit. Il y a un autre endroit où vous avez peut-être, ceux de l'Ambruisse le savent, il y a une tour avec une chapelle qui aujourd'hui sont plutôt ruinées. Quelqu'un peut me le situer? Voilà, c'est cette colline qui est juste en face de nous, d'accord? Au sommet, je suis allée le voir pour vous. Hein. Là-bas, c'est pas tout tombé, c'est encore bien là. Non, il reste encore. Va falloir quand même aller débroussailler un peu, parce que je me suis un peu arraché toutes les jambes pour y aller. Mais donc, vous avez une ancienne tour, une tour ruinée, d'accord? Comme d'ailleurs, on en trouve dans d'autres villages de notre territoire. On a Toram, c'est la plus belle, hein, parce qu'elle est encore bien debout. Et d'ailleurs, ils sont en train de, culture et patrimoine, j'en parle quand même, ils sont en train de faire un travail incroyable de restauration de ce monument. Et d'ailleurs, il y a un événement le 15 juin qui va vous permettre de mieux connaître l'histoire de cette tour. Tour de Piégu. Hein, la tour de Piégu. Ouais. Et après, vous avez aussi la tour d'Alonce qui a été aussi, qui est d'ailleurs pas une tour vraiment. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Et l'autre tour qu'on peut retrouver, je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous promener, c'est à Troin. Je ne sais pas si vous connaissez ce hameau. Saint-André. C'est Saint-André et c'est en redescendant l'Issol. Voilà, il faut aller marcher. Mais il y a une autre tour à cet endroit-là. En tout cas, donc, on a un peu comme un castrum à ce niveau-là. Et l'autre chose intéressante, c'est disons des lieux-dits qui des fois nous donnent des indications. Et vous avez un quartier sur l'Ambruisse qui est sur cette autre colline là. Vous voyez cet autre petit dôme. Et vous avez un endroit qui s'appelle le Barry. Et le Barry, ça veut dire rempart. Hein, normalement, quand vous entendez rue du Barry, tout ça, généralement ça longe un rempart. Donc on peut, alors on n'a pas vraiment retrouvé de restes, de restants, c'est difficile aujourd'hui, la végétation est trop importante pour voir quelque chose. Donc il reste quand même on ne sait pas vraiment. Et par rapport à l'Ambruisse où elle se trouve aujourd'hui, ce que j'ai trouvé moi, c'est que c'est à partir vraiment du XVIe siècle qu'on a du bâti à l'endroit où se trouve l'Ambruisse aujourd'hui. Tout d'abord l'église, hein, la première construction de cette église date du XVIe siècle, d'accord, la base on va dire. Et ensuite j'ai trouvé, on verra dans notre cheminement, on va visiter les différents quartiers parce que finalement il y a plusieurs petits quartiers dans l'Ambruisse, c'est tout petit mais il y a plein de quartiers. Et en fait il y a un quartier assez ancien qui est également 16e, 17e siècle. Donc vous voyez le village qui se trouve ici aujourd'hui date plutôt de cette période. Donc, où était celui du 13e, 14e? Et le seuil? On ne sait pas. Donc, on sait pas où il est. Le seuil, c'est pas sur la commune de l'Ambruisse. Il est sur Saint-André alors? Voilà, c'est la commune de Saint-André. Les Alpes, c'est une autre histoire. pas en tout cas celle de... Mais effectivement, il y en a plein. Hein, ouais,
On en a vu quand on fait des visites justement. Vous avez souvent un castrum un peu en hauteur. Pourquoi? Parce que jusqu'au XIIIe siècle, les gens avaient très peur des envahisseurs, de l'eau. Ils n'allaient pas se mettre à côté des rivières, c'était trop dangereux. Donc souvent, ils habitaient quand même sur des hauteurs. Et c'est souvent vers le XVIe qu'ils sont redescendus. Donc l'Ambruis, peut-être l'histoire n'a pas été écrite, mais c'est fort probable. On a la même histoire à Tartonne, d'ailleurs on l'avait étudié. C'est un petit peu la même chose. Ils étaient sur les hauteurs et ils redescendent vers le XVIe siècle. Donc vous voyez, ça suit quand même une histoire qui est commune à notre territoire, hein, je dirais. Et la relation avec l'Orion? La relation avec l'Orion, c'est qu'un des axes principaux de l'Ambruis, c'était pas là où vous passez aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, on remonte l'Ancure, mais cette vallée est très récente. Avant, quand vous regardez le cadastre d'ailleurs de Castigny, qui date du 18e, vous avez l'accès par le Décor, l'accès par Liège, et pour aller à Torambas, vous avez le col de Séoul, et aussi il y a un autre accès, c'est Meunier. Mais alors là, moi ça me fait ça. C'est très bon, mais rapide. Voilà. Mais voilà, il n'y avait pas l'accès par l'Ancure, c'est récent. C'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. D'accord? Voilà. Et le village, donc voilà, comment ça se constituait ce village de l'Ambruis. Et je reviens un petit peu à l'histoire de cette commune qui habite dans un lieu qui est quand même aride. Après, on demandera un petit peu à ceux qui travaillent la terre ici à l'Ambruis, ils pourront peut-être nous en toucher deux mots sur ce que ça donne de travailler ici à l'Ambruis. Mais voilà, une des choses, c'est un point qui revient aussi sur notre territoire, c'est quand même la problématique de l'eau. Comment acheminer l'eau, construction de canaux pour arroser. Voilà, et cette difficulté elle se rencontre pareil dans plusieurs de nos villages. Et ici à l'Ambruis, finalement, c'est tardivement qu'ils vont vraiment trouver une solution qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous a amené visiter un petit peu ce bassin. Donc grâce à Philippe, j'ai pu le retrouver dans les délibérations. Il m'avait donné la fourchette parce que des fois, sinon on en a pour la vie. Pour savoir à quel moment ils ont délibéré pour construire un bassin à cet endroit-là. Heureusement, on a des mémoires encore dans le village. Il n'y était pas, mais il se rappelait quand même. Au 19e, c'est déjà là. Et donc, il m'avait dit, regarde, ça doit être entre les années 30, années 35, et si tu regardes, ça devrait être par là. Et donc, avec Robert, on est allé éplucher toutes les délibérations de 1931 à 1940, avant. Et donc, on a retrouvé la première délibération en 1931. Qui parle de cette problématique de l'eau et donc la nécessité d'acheter des terres où se trouvent les sources du Touron et du Plastre. C'est les deux sources qui, avant, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter, mais c'est plus exactement ça qui alimente ce bassin. C'est une source du Plastre, je crois qu'elle est là, c'est celle qui est voilà, au Cerisier pour être précis, et Touron qui est un petit peu plus haut. Voilà. Donc c'est les deux sources qui, historiquement, venaient, en tout cas c'est le travail qu'ils ont projeté dans les années 30, c'était ces deux sources qui venaient alimenter ce bassin. C'est pas le seul qui a été construit, donc ils finissent les travaux en 1938. Donc il y a ce bassin qui est très beau, je ne sais pas si tout le monde a réussi à le voir, mais il a une double voûte. Et vous avez un autre il n'a pas double voûte, mais qui est tout aussi joli, c'est celui de Rivière. Donc quand vous redescendez pour aller au hameau de Rivière, il y a le bassin sur la gauche, et lui il présente qu'une seule voûte, mais qui date de du même moment. Hein, les deux ont été construits à la même époque. Et sauf que ces deux sources finalement ne vont pas donner assez pour alimenter et le village, et également Rivière, et plus tard le lotissement des îles, qui bien sûr arrivera plus tard, mais voilà. Donc rapidement ils vont devoir, alors j'ai pas retrouvé les dates exactes. Mais avant excusez-moi, avant à cette période où vous avez retrouvé les traces, il y avait combien de feux habitants? En fait, jusqu'en milieu du 19e siècle, il y a eu un pic au milieu du 19e, c'était la période de la lavande et tout ça. On est monté à nouveau jusqu'à 306 habitants. Ça a été le pic démographique de l'Ambruis.
Et cette fois vraiment que l'Ambris, il y avait plus, je crois qu'il y avait plus de mandol. Drôle. Douroul, pardon. Je suis repartie plus bas. Douroul. Et ouais, on peut mais ce seuil démographique va petit à petit dégringoler juste après-guerre où on va se retrouver avec 49 habitants dans les années 60. Il n'y avait plus que 49 habitants. Et ensuite, on va voir dans les années 80, petit à petit, le village va se repeupler. Et aujourd'hui, Robert, je crois qu'on est autour de 90 habitants. 86. Ah, voilà, 105. Vous voyez, 105. Voilà. Donc, vous voyez, le village se repeuple petit à petit. Merci à vous tous. Je suis pas dedans, je suis à la lumière. Donc voilà, donc il est en train, bien sûr, il ne rejoint pas les 300 qu'il y avait à l'époque, mais il est en train de, voilà, il continue, hein, il s'agrandit, c'est bien. Donc voilà, c'est un village qui est en... Donc voilà, juste pour finir avec l'eau, donc aujourd'hui ce bassin il est alimenté, il y a toujours je crois un des anciennes sources, je crois que c'est celle du Touron qui continue à alimenter en partie le bassin ici. Et les deux autres sources, c'est... alors il faut s'imaginer que c'est en face que ça se passe. Vous voyez l'encure? Vous voyez le hameau de Rivière? Vous remontez la route pour Liège. Ben, les deux sources, ça s'appelle la Pélonnière et Fontfreil. Et ben, ces deux sources aujourd'hui traversent l'encure et viennent alimenter. Donc le Fontfreil qui est en face alimente Rivière. Voilà. Et les Pélonnières, mais quand même, il alimente Rivière, donc il traverse quand même l'encure. On est d'accord? Non, j'aime bien parler de ça parce que c'est quand même... des fois on se dit, oh mais l'eau, il y en a plein de l'eau quand même. Oui, mais alors pour arriver à la maison, c'est tout un cheminement quand même très très complexe. Hein, donc aujourd'hui, c'est grâce aux Pélonnières quand même, qui vient aider l'alimentation du Touron pour venir alimenter ce bassin, qui par surverse vient aussi en aide en cas de besoin alimenter le Rivière. Je crois qu'il y a une alimentation de secours. Non, en fait, là, bah, Vas-y. Il y a les Pélonnières au fond, là-bas, derrière la crête. Derrière la crête, là. Ça monte sur Clarion dessus, ça alimente le lotissement et la surverse, parce qu'il y a beaucoup d'eau là-bas. La surverse vient ici. Voilà. Après, il y a la source de Fontfreil qui est plus basse, qui va uniquement à Rivière. Mais là, on a mis une pompe, et en cas de manque d'eau, cette eau-là peut aussi monter à Clarion, là au-dessus, et donc alimenter à la fois le lotissement et ici. Tout est interconnecté, on est assez tranquille. Voilà. Donc vous êtes tranquille en eau. Et ah oui, Clarion, c'est celui qui est au-dessus de l'église. Voilà, mais ça c'est un bassin, il n'y a pas de source, c'est un bassin de... C'est un bassin de Clarion. C'est une réserve de bassin. C'est la réserve qui alimente. Voilà. Oui, oui. Je vous ai dit, quand j'ai regardé un petit peu l'Ambris, on a finalement plusieurs petits quartiers qui sont assez proches, et dont celui-ci où on se trouve aujourd'hui. Et où il y a des maisons qui sont quand même qui sont là depuis un certain temps et qu'on voit en tout cas de manière sûre sur le cadastre napoléonien. Moi dans mes visites je le cite souvent. Il y a la carte Cassini qui date plutôt du XVIIIe siècle, d'accord, 1750, voilà par là, XVIIIe siècle. Et ensuite vous avez le cadastre napoléonien. Alors selon les communes, c'est entre 1827 et 1837, en tout cas pour l'Ambris. Et à cette date, donc il y a des maisons dans l'Ambris qui existent déjà, dont cette ancienne miellerie, de on ne sait plus quand. En tout cas, c'est un bâtiment, peut-être, Philippe, tu peux nous en parler un petit peu. Le bâtiment lui-même, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est vieux, c'est très vieux. Voilà. C'est des vieilles, dans le coin, c'est des vieilles maisons. Voilà. Ça a été retapé dans le même temps. Celle-ci et celle-ci aussi, voilà. On va en parler un petit peu. Parce que les sources étaient là, donc les gens ils habitaient près de l'eau. Voilà. Et là, un truc qu'on n'a pas dit à peine, c'est à l'entrée du portail, là-haut. À droite, il y avait un bassin communal pour laver le linge. Oui, je ne l'ai pas dit parce qu'il y avait... Ouais, oui, tout à fait. Alors, on voit encore des restes. Mon père m'a dit que lui, il se rappelle, quand il était gamin, il était couvert. Et c'était toujours la source du Touron qui alimentait en fait les gens, mais l'eau venait là, puis après elle partait. Voilà. Et on va voir tout à l'heure le Gourgeon, qui est aussi la surverse. Qui est la surverse justement de ce bassin. C'est un petit peu l'endroit où... Donc voilà.
Donc c'est une maison qui a aussi une histoire parce que ça fait partie un peu des, disons des productions locales qu'on a sur la commune, dont j'ai envie que vous parlez un petit peu, peut-être du miel. Des ruches ici, voilà, il y a toujours eu. Voilà. Tous les paysans avaient des ruches avant. Hein, dans les arrières, entre les deux guerres, on dirait que tout paysan qui se respectait avait 4 ruches derrière son jardin ou dans son champ. Quoi. Et puis petit à petit, les gens ils ont arrêté. Enfin, ça s'est spécialisé déjà, c'est vieux un peu la spécialisation. Hein. Et mon père, à la sortie de la guerre, il n'avait pas beaucoup de terrain, donc il aimait bien les abeilles, donc c'est lui qui a développé le fer. Voilà. Après, il a fait une agriculture, on habitait là, on extrayait un peu plus bas, enfin moi c'était dans le village. Quoi. Et après, quand j'ai repris moi, j'ai fait la construction un peu plus rationnelle. Là, j'habitais là. Donc avant, la première, on va dire, c'était... Donc ici, c'était l'ancienne miellerie. Donc ceux qui sont plus hauts, là, vous ne le voyez pas, mais quand vous allez venir là, il y a écrit encore miel. Voilà. Donc il y a cette maison et je vous invite à regarder la porte de l'étable qui est très belle. Alors c'est ce qui reste. Il y a peut-être le linteau d'ailleurs qui a dû disparaître, refait. Voilà, mais on voit que c'était quand même avec une voûte ou voilà une construction. Voilà. Voilà. Et j'en ai vu d'autres d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, qui sont intéressantes. L'autre maison, pareil, qui date un peu sur la commune, c'est donc celle-ci, qui est juste à côté. Je vous invite à descendre encore un tout petit peu, à l'étage en dessous. Alors l'autre chose intéressante dans toutes ces maisons, c'est qu'ils avaient le fenil dans la partie haute. Ça faisait aussi, du coup, quelque part un petit peu l'étanchéité, pas l'étanchéité, mais l'isolation. Et ils avaient à l'intérieur des maisons un système pour que le foin puisse être descendu directement de sous les toits, descendre directement à l'étable d'en dessous. Ils avaient des... voilà. Et du coup, sans sortir l'hiver, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des hivers très rudes, mais à l'époque, on préférait rester à l'intérieur. Voilà. Et autre chose, d'ailleurs, c'est Philippe aussi qui m'en parlait, c'est au vent qu'on retrouve... alors ici, c'est un bel exemple de ce type de construction. Donc on a, d'ailleurs je crois qu'on avait l'ancienne petite porcherie. Vous avez un petit auvent, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les différents bâtis de l'Ambruisse. Alors certains plus récents, certains plus anciens, parce que bien sûr les toitures ont été refaites. Alors des fois on a difficulté à déceler les anciens bâtis des nouveaux, on va dire. Voilà. Là il y en avait un, on manque encore un peu des traces. Il y avait un peu petit là sur la fenêtre et l'échelle. Voilà. La même chose en travers, il y avait une poutre en travers du mur et il y avait un abri là. Voilà. Ça, c'est bien. Pareil, là où il y a écrit miel, on voit bien aussi le rehaussement du toit. Ça, c'est à 4 c'était plus... C'est avant la guerre de 14. Voilà. Donc, voilà, souvent, oui, c'est à un seul pan. On appelle ça, donc vous avez un seul dévers de plomb. Donc on voit qu'il y a eu au fil des siècles quand même, des années, des siècles, des modifications. Alors on va poursuivre. Alors nous on va prendre les petits escaliers sur la droite. Ça je ne veux pas vous faire. Vous avez l'eau qui en fait coulait avant, même à l'époque. Il y avait déjà une fontaine. Déjà début 19e, à l'époque du cadastre napoléonien, c'est déjà indiqué qu'il y avait une fontaine, mais pas de la boire. D'accord? Donc il y a toujours eu de l'eau. Et d'ailleurs, cette zone derrière, c'était des jardins. Comme ça, c'était alimenté direct. C'est facile. Et donc, il n'y avait qu'une fontaine, et ce n'est qu'en 1888 que le conseil municipal va demander à ce qu'il y ait la construction d'un lavoir à cet endroit. Donc, il y a des jolis petits panneaux qui ont été faits par la municipalité il y a quelques années, et qui donc relatent un petit peu, vous avez les dates de délibération qui sont affichées, et un petit peu l'histoire de ce lavoir. Voilà. Qui est d'ailleurs très joliment refait, ça fait un bel mise en avant. De là, on va quitter, on va dire, le quartier, je crois qu'il l'appelait Place Roumane. Voilà, Place Roumane. Voilà, la côte romaine, la coste romaine. C'est le quartier qu'on vient de quitter là. Donc, vous voyez, chaque quartier va avoir son nom. Et maintenant, on va descendre un petit peu dans la partie basse et vous allez voir là aussi, on a des noms. Certains vont avoir des petits souvenirs qui vont remonter.
certainement. Et je crois bien que là, c'était le presbytère à un moment donné. Bon, ben on descend dans la partie basse. Alors, on ne va pas aller jusqu'au hameau de Rivière parce que sinon, on va y en avoir pour toute la journée. Là, on s'arrête dans la partie basse du village, on va dire de la partie centrale du village. Et donc, où on a un des derniers lavoirs qui ont été construits. C'est le lavoir de Fontengrailles. Lui, il date de début du XXe siècle. Hein, il a été construit et pareil, en fait, il récupère les eaux du Gourjon. Donc c'est toujours de surverse en surverse. Voilà, ça vient alimenter ce dernier. Donc Fontengrailles, c'est Claudie qui me disait, ça veut dire les eaux grasses. Alors les gens lavaient le linge dessus, puis relaver, le dernier qui était en bas, l'eau elle arrivait. Voilà. Alors c'est d'ailleurs, on va tout savoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené de l'eau filtrée au robinet qui est en bas, afin que les gens ne boivent pas cette eau. Hein. Donc, bon, il n'avait plus le linge. Le lavoir de Fontengrailles. Ils auraient préféré un réservoir de vin. Mais ça peut être un programme. Non mais la boire. bon, ça, Voilà. Non, si je vous amène jusqu'ici aussi, c'est parce que justement, je voulais aussi vous parler, je vous ai dit au début que je voulais aussi parler un petit peu des activités d'hier et d'aujourd'hui qu'il a pu y avoir sur l'Ambruisse. Qui était, Philippe il nous parlait du miel, mais c'est le cas également d'autres activités. Et vous avez certainement entendu parler sur notre territoire de la production de l'essence de lavande et de la cueillette de la lavande, et qui a été une activité très importante aussi sur l'Ambruisse. Et on le comprend, on a un territoire assez important sur lequel ça pousse naturellement. Donc, et d'ailleurs avant on ne cultivait pas la lavande, elle poussait naturellement sur ce territoire, et d'ailleurs c'est pour ça que les parfumeurs de Grasse se sont intéressés à ce territoire. Et, ils ont installé une usine sur Barème parce qu'ils voyaient l'importance du territoire, mais avant ça, et c'est incroyable, mais on a retrouvé, d'ailleurs il y a 2 alambics de l'Ambruisse qui sont dans un musée dans le Vaucluse, et qui date de 1627 et 1670. Donc c'est des alambics du XVIIe siècle. Donc c'est pour dire que, en fait, alors est-ce que ça servait que à la lavande? C'est des alambics, soyons clairs. Ça distille. Ça devait distiller plusieurs choses. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. On va dire que c'est au 19e siècle que vraiment la production d'essence de lavande va prendre son importance. Ça va devenir tellement important que je lisais, en fait, un jour de travail de cueillette de lavande représentait pour les gens d'ici à 1 semaine de travail. Donc c'est comprendre l'importance pour eux et en plus ça se couplait bien avec le travail des champs. En fait, dès qu'ils avaient fini de travailler les champs, c'était le mois d'août, les moutons n'étaient plus là, ils avaient fini et ils pouvaient attaquer la cueillette. Et d'ailleurs, la commune, pour éviter que les gens aillent couper à l'avance, tout ça, ils devaient réguler parce que sinon, il y avait des cueillettes clandestines. Donc, ils interdisaient pendant... en fait, il y avait un arrêté qui était pris ou une délibération, c'était le conseil municipal, je crois, qui prenait la décision d'interdire la cueillette sur toute la commune. Et après, ils ouvraient, un peu comme la chasse, voyez-vous, ils ouvraient la cueillette. Pour permettre aux familles d'aller. Donc, pareil, j'ai lu le petit livre de Monsieur Chélan où il racontait que chaque famille avait son petit coin. Il savait que c'était l'endroit, voilà, chacun avait un peu ses marques et chacun partait avec toute la famille, enfants, petits, grands. Tout le monde participait à cette cueillette parce que le plus on pouvait, c'était un bon revenu pour la famille. Voilà, et cette production va se continuer. Donc, je vous parlais de ces alambics du XVIIe qui étaient plutôt des alambics portatifs, d'accord? Et donc on peut imaginer des alambics sur charrette qui allaient de village en village pour distiller la lavande. Et en fait, c'est qu'un peu plus tard, je crois que c'est à l'après-guerre, et on en a un qui est encore présent ici, il date de 1945. Et en fait, on va décider de faire vraiment un bâti
pour pouvoir avoir une production un peu plus importante peut-être de lavande, d'essence. Et donc elle est encore présente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc on ne va pas aller jusque là-bas, mais vous avez ce petit bâti qui est au fond. Qui a un alambic qui est encore en fonction. Je crois que tous les ans, vous l'allumez encore une fois par an. Et il y a une distillation donc, qui a lieu, je crois que c'est en septembre, fin août. Je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, je voulais un petit peu demander à Adrien, parce que je crois que c'est un petit peu, alors on a toujours Chélan, hein, la famille Chélan, une autre branche, ou la même, je ne sais plus, mais qui continue cette production de lavande. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu autour, on a encore un petit peu des cultures, non, Adrien? Ouais. Nous, on doit travailler à peu près une quinzaine d'hectares de lavande encore. On en a un peu de partout, en fait, on part de là et on va là-bas. Jusqu'à Liège. Donc tous les terrains qui sont cultivés aujourd'hui de lavande, c'est ta famille qui s'en occupe. Oui, quasiment. On peut dire, à peu près. Hein, voilà. Quasiment. Et puis voilà, et nous, le grand-père, quand dans les années 60, par là, il avait justement un contrat avec les usines de Grasse en bas. À Douroul, là-bas, il a été salarié de Man. Puis après, nous, on a continué le truc. Et là, ironie du sort, on a re-signé un contrat avec une parfumerie de Grasse en bas aussi, pareil. Voilà. Et ouais, j'ai trouvé ça très intéressant parce que... Pour la lavande fine, c'est pas de la lavande fine, là. Ils nous ont fait planter de la lavande blanche, ils appellent. Enfin, c'est de la lavande blanche. Donc ils vous donnent des plants, c'est ça? C'est ça, ouais, ils nous ont fourni un plan et nous on fait le travail, ils nous ont fait connaissance. C'est pas du lavande, hein? Non. C'est une variété particulière. Ouais. Qui a une odeur spécifique. Bah apparemment, ouais, ils disent qu'elle est plus abricotée, mais ça a l'air d'être de la lavande. Il y a des substances. Voilà. Les abeilles, ils aiment bien. Voilà, donc c'est intéressant parce que cette lavande, je ne sais pas si vous fréquentez les maisons de pays, diverses et variées, mais on y retrouve la lavande de l'Ambrus. Moi, je trouve toujours ça exceptionnel. Et il y a un autre produit que vous faites aussi, qui est de l'Ambrus, que vous devez trouver à la maison de pays. Ben, on fait du petit épâtre. Alors ça a été par hasard qu'on est tombé dedans. Et là récemment on s'est mis à faire des pâtes au petit épâtre aussi, pour essayer de diversifier les pâtes de produits. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je sais pas. C'est bon ça. Dans ces cas-là, tu te témoins. Allez, d'accord. Et vous les faites la fabrication des pâtes. Ça, les pâtes, on les fait nous sur place. Et la farine? Et la farine, on l'a fait faire un moulin à Céderon. D'accord. Mais les pâtes, elles sont... À Céderon, après le Javron, là-bas. D'accord. Et les pâtes, elles sont produites donc vraiment sur la commune? Oui, ouais. Oh, hein? Alors vous pouvez y aller. Hein? Elles sont disponibles aux maisons de pays et ailleurs aussi ou... Et aux maisons de pays Castellane et Beauvais. Castellane et Beauvais, d'accord. Vous pouvez en trouver. Et donc c'est vrai qu'il y a la farine ou le petit épeautre en grain qui est délicieux aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Mais voilà, je trouve ça incroyable. On a une petite commune vraiment locale et où il y a quand même pas mal de production. Donc on a donc de la lavande, de l'Ambrus, de l'épeautre. Et après, bien sûr, là on en a des brebis quand même aussi. Parce que là aussi, on a combien de bergeries sur la commune? Vous êtes à combien d'éleveurs? On est plusieurs, hein? 2 éleveurs à l'année. Enfin, oui, deux entreprises, on va dire, à l'année. Ouais. Et après, on va dire en saisonnier, il y en a peu de plus qui viennent là, qui vont arriver. Pichet Groulet, ouais. Voilà. En fait, et ça c'est intéressant parce qu'ils montent donc pour la saison estivale. Et ça, c'est historique, je dirais, hein, Monsieur Chélan. En fait, le lien entre l'Ambrus et le bas de la Basse-Provence, hein, c'est un lien qui a toujours existé. Et d'ailleurs, Monsieur Chélan, il m'a raconté une histoire assez intéressante. Mais si, c'est sur les femmes de l'Ambrus. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes de l'Ambrus, l'hiver? L'hiver, l'hiver et même plus que ça, elles partaient sur la côte pour travailler dans les familles bourgeoises, comme Bordeaux. Donc c'est qui tenait la bourse à
l'Ambris. Et du coup, quand elle revenait ici, c'est elle qui ramassait de l'argent pendant que leur frère, il bossait pour le père, il piochait dans les champs, quoi, et il gagnait rien gratuit. Donc après, quand arrivait l'héritage, c'est des femmes qui payaient les héritages, parce que les garçons, ils n'avaient pas les moyens. Eux, ils prenaient que leur part, et les filles, ils pouvaient en acheter plus. Et ça s'est produit. Ah ouais. Donc, mesdames, hein? À l'époque, ils descendaient à pied. Tous les jours. Ah non, non, mais quand ils faisaient la saison en bas. Attendez, il y a une question, si tout le monde veut écouter. Moi, je les écoutais en 93. Les brebis, donc, Les agneaux, on essaye de garder le maximum de Ils ont femelles. mis au chômage, vous ne voyez pas quoi. Et après, le reste, ça part en agneau de cistron. Ah oui, les agneaux de cistron. Voilà. Et il n'y a pas de... Non, non, ça part à la coopérative. Ouais, c'est plus facile. Bah oui, c'est réglementé. En plus, les réglementations sont assez strictes. Et est-ce que l'été, vous restez... L'été, on va pas loin, on monte à Villars-Colmar. Ah oui, c'est cool. Dans la vallée de Chasse, là, mais juste derrière, là, vraiment le penchant de l'Otapi, là. Les autres éleveurs, ils vont Oui. Il y en a... Oui, Georges, il part pareil, juste le vallon d'avant, on va dire qu'il s'arrête. Juin. Voilà, c'est ça, ouais. Il est à Juin, c'est la vallée un peu avant. Il y a Rougnouz au fond, et pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, donc c'est pour dire, hein, petit village, mais quand même, à eux seuls, voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même de savoir, et puis voilà, goûter, hein, voilà. Voilà, bon ben on va continuer notre petite qui passe donc au-dessus, d'accord? Et voyez ce groupe de maisons qu'on a contourné tout à l'heure. Et bien en fait ils appellent ça la tour. Et c'est le quartier de la Tour. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui me disait, ah mais c'est vrai que quand j'étais petit, hein, c'est vous hein, Philippe, ah mais c'est vrai que quand j'étais petit, on se donnait rendez-vous au quartier de la Tour. Hein, on disait ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous savez, sur la région a fait un très beau travail. D'ailleurs, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est aussi grâce aux fiches inventaires qui ont été faites par la région et qui a fait un gros travail de recherche sur tous les bâtiments de notre territoire et de la région PACA. Et donc ils ont fait un... Robert, sinon je m'entends plus. Et vous voyez cette maison avec le petit balcon qui est juste au-dessus là. Alors quand vous venez la voir comme ça, on se dit ouais d'accord. Et ben en fait l'autre jour on a eu beaucoup de chance et c'est monsieur Piche qui est propriétaire avec enfin la famille Piche qui est propriétaire et il nous a ouvert les caves. Et en fait, c'est des caves entièrement voûtées. Donc, tu me disais déjà que le haut était voûté, mais là, c'est des en croisée d'ogives. C'est assez particulier et intéressant. Et en fait, je suis allée voir donc les fiches inventaires. Et c'est là où je vous disais que c'est daté du 16e, 17e siècle. D'accord? Alors, pas le haut, d'accord? Pas le haut. Ça a été reconstitué, c'est du 19e siècle, hein, ce qu'on voit en apparent. Mais les voûtes, elles, sont du 16e, 17e siècle. C'est vraiment très joli. Et ce que je voulais vous faire voir, peut-être vous n'y avez jamais fait attention, mais il y a une de ces étables qui a son entrée et on dirait vraiment une tour. Et, je vais vous montrer avec une voûte en arc brisé qui appelle l'œil parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur notre territoire de manière générale. Et puis à l'Ambris, on ne s'y attend pas du tout. Et donc c'est justement en remontant par la rue, je vais vous montrer quand même ce petit clin d'œil. Et donc ça peut être un des quartiers anciens donc il y a, comme on a vu tout à l'heure, Coste-Roumane et donc le quartier de la Tour. Donc déjà pour en nommer deux. Donc il y avait un autre quartier qui était plus le quartier du nord du village. Et après les autres quartiers, c'est les quartiers c'est plus bas, Malvoisin, Lourton. Et on va voir, et c'est le dernier pâté, on va dire qu'on va aller visiter. C'est là où se trouvait la salle communale et le presbytère. C'est encore en remontant, c'est les maisons de la droite. C'est pour ceux qui connaissent où habite Madame Fabre, ou la maison avec l'auberge.
Ça, c'est l'autre quartier un petit peu ancien de la commune. Voilà. Qui ne connaît pas Madame Fabre? D'ailleurs, moi, je vais en parler d'elle parce qu'elle aurait beaucoup être là aujourd'hui. Et elle s'est fait très mal. Et donc voilà, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais voilà, je vais vous raconter, elle m'a raconté plein de choses incroyables. Donc ça va faire partie un petit peu de notre prochaine étape. On repart. Allez. On n'y est pas passé devant, mais tout le monde à l'Ambruise connaît quand même le four communal. Donc c'est un four qui a été refait au cours des siècles, mais il existait déjà d'avant. C'est-à-dire que sur le plan cadastral de 1837, il existait déjà, mais avec une forme différente. Ah, il y a des moutons. Alors là, nos groupes se séparent. D'un côté ou de l'autre. Ah, vous choisissez votre camp. Restez là. Et vous... Ils ont qu'à s'arrêter. Hein. Voilà, mais ils vont s'arrêter quand même, non? Avec la communauté de communes, il y a pas mal d'événements qui sont faits autour des fours. Et à l'Ambruise, on a donc ce four qui revit tous les ans. Adrien, tu peux nous en parler? Nous aussi. Une fois par an, avec le comité des fêtes, on fait une journée pizza. C'est aux alentours du 15 août. Ceux qui voudront venir. Et elles sont bonnes, hein? C'est ça le rôle. Pour ceux qui voudront venir, ça volontiers. Et avant d'être l'ancienne école, c'était l'ancienne salle commune. La maison commune, on appelait ça avant. Hein, ça va être la mairie. Et au départ, ils n'avaient qu'une pièce qui appartenait à la mairie, où ils faisaient leurs réunions, hein, les chefs de famille. Parce qu'avant, ça fonctionnait comme ça, les conseils municipaux, c'était tous les chefs de famille participaient à la vie du village. Et en fait, c'est en 1854, donc avant les lois de Ferry, hein, qui vont arriver en 1882, et bien à l'Ambruise, on va déjà acheter le haut et le bas de cette maison pour y faire des salles de classe. Donc ils étaient avant-gardistes quand même à l'Ambruise. Et donc au départ, l'école se trouvait à cet an-là, jusqu'à la fin du 19e siècle. Pour les garçons. Ah ben ça c'est sûr. J'ai pas eu de spécification. Alors par contre, pareil, dans les délibérations, j'ai trouvé un petit mot assez intéressant, on a rigolé avec Robert. En fait, il y avait une délibération du conseil municipal qui demandait à chaque chef de famille de fournir chaque début de saison, enfin d'école. C'était donc de octobre à mai d'école, ça allait. Et il fallait fournir chaque chef de famille 140 kg de bois coupé et séché. Hein, ceux qui ne le faisaient pas, ils devaient fournir 2 francs par élève pour l'année. Alors pour eux, 2 francs, ça devait être énorme. Mais pour l'époque, ça devait être quand même quelque chose. Et en tout cas, voilà, c'était l'ancienne école et mairie de l'Ambruise, avant donc la construction du nouveau bâtiment, donc où se trouve aujourd'hui la mairie, mais qui pendant un certain temps a été, là où aujourd'hui on a la salle Paul Germain, c'était la mairie. Hein. Et à gauche, où aujourd'hui on a les bureaux de la mairie, c'était avant l'école. Et d'ailleurs, c'est toujours, je me rappelle, il y en avait plusieurs qui étaient venus me raconter, qui se rappelaient à chaque fois que je rentre ici, il y a une armoire dans la mairie, où il y a des livres, qui est toujours au même endroit, ils me disent tous. Ouais, elle a toujours été là, et il y a encore la carte des Basses-Alpes. Et il me dit, oh, ça me rappelle des souvenirs à chaque fois, parce qu'il paraît que ça a toujours été là. Il y en a même des cahiers scolaires là-haut, voilà. aux archives. Donc on a retrouvé, en rangeant les archives avec Robert, on avait retrouvé des cahiers de Monsieur Fiche, qui habite encore l'ancienne auberge. Et je savais que Nicole, elle a toujours plein d'histoires à raconter. Tous les gens du village me disent, oh là là, Nicole, elle nous raconte toujours plein d'histoires. Et j'aurais adoré qu'elle puisse vous les raconter aujourd'hui. Mais malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a eu un accident, donc elle ne peut pas être là. Elle m'a appelé ce matin pour s'excuser. Et voilà, donc elle vous passe le bonjour. Voilà, ça lui aurait vraiment fait beaucoup plaisir. Et donc elle me racontait, donc c'est l'auberge, hein, c'était l'auberge de l'Ambruise. Et pendant, on sait que notre territoire a été vraiment un lieu de la résistance très important. On a fait pas mal de visites
Moi, j'ai participé à une visite à Lamel, qui est un haut lieu de la résistance, avec le maquis Fort-de-France. Et disons que ce maquis de Fort-de-France et l'Ambrusse, aussi bizarre que ça peut paraître, sont reliés par une histoire d'amour. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi le maquis de Lamel s'appelle Fort-de-France. Hein? Oui, c'était Prince, voilà. Oui. Ah, voilà. Prince ou Pierre aux Roses, hein, on l'appelait aussi Manfred. Et en fait, c'était un résistant qui était d'origine martiniquaise. Et c'est pour ça et ça a été un grand capitaine de la résistance. Et c'est lui qui a entraîné certains maquisards qui ont fait partie de ce maquis. Et ce maquis lui avait été dédié parce que c'était vraiment un personnage incroyable. Et cet homme, bien sûr, c'était un très bel homme. La photo, c'est un très très bel homme. Et il avait une femme, hein, une femme qui était enceinte. Et il fallait la cacher. Et vous savez où elle a été cachée? Ici à l'Ambrusse. Chez Nicole. Et alors, bien sûr, comme il arrive souvent dans ces histoires, c'est qu'il y en a qui parlent quand ils ne devraient pas. Et donc, Nicole me raconte qu'un jour, il y a les Allemands qui arrivent. Et elle était toute petite, donc cette femme, elle était enceinte. Et il l'avait cachée dans une des petites chambres de l'auberge. Et elle me disait, nous on était montés se cacher avec elle. Et on entend les Allemands en bas, ma mère qui argumente, et les Allemands qui veulent voir les chambres, parce qu'ils cherchent Manfred. Et donc, elle entend le bruit des pas qui montent dans les étages, qui ouvrent toutes les portes, ouvrez, ouvrez. Et Nicole me dit, et puis j'entends les voix qui se rapprochent de là où nous on était, et j'entends la poignée qui s'enclenche. Elle dit, nous on était morts de peur, on était avec cette jeune femme avec elle, on regardait la Vierge, bon c'est des souvenirs d'enfant, elle avait 8 ans, Nicole à l'époque, et elle me disait, on était mortes de peur, on allait s'évanouir, on la tenait la fille, et elle me dit, on voit la planche qui commence à se baisser, et j'entends ma mère qui dit, bon vous voulez voir aussi celle-là de chambre, vous cherchez quoi? Et les Allemands, on entend un silence. Et puis j'entends qu'ils redescendent les escaliers, ils partent. En fait, ils ont eu une chance. Et elle dit, il y a eu plusieurs moments. Elle a eu l'histoire, alors je me rappelle pas de toutes les histoires qu'elle m'a racontées, mais avec son papa qui à un moment donné a failli se faire déporter. Et puis pour une histoire de clés, en fait, il a réussi à se retrouver, qu'il était resté à la maison. Et les Allemands, ils avaient tellement bu qu'ils avaient oublié qu'ils avaient un prisonnier. Et en fait, ils l'avaient laissé. Et voilà, et donc elle a plein d'histoires comme ça, et je lui ai dit qu'il faudra qu'on vienne pour enregistrer. Ah je sais oui, pas, ça devrait ça serait vraiment bien. faire partie d'un projet. Elle est OK, elle m'a dit. Donc voilà. Et donc je pense que c'est donc ça c'est des histoires voilà avec l'auberge. Mais Robert il nous disait que donc en juillet vous commémorez tous les ans 2 événements quand même tragiques qui ont eu lieu sur la commune. Donc c'est quand on remonte vers le col de Séoun et qu'on tourne un peu sur la gauche, on arrive à la ferme de Laval. Et cette ferme donc a été un lieu vraiment tragique. Il y a plusieurs personnes qui sont été, je crois qu'ils sont une dizaine à être morts à Laval. Capturés, déportés. C'était le 6 avril 1944. Voilà, il y en a 4 quelques-uns qui ont réussi à se sauver. Un grâce encore une fois à Monsieur Fabre, qui l'a mis dans la charrette, il l'a caché, il l'a embarqué. Et un autre pareil qui a réussi, en fait il avait été laissé pour mort. Et c'est lui qui va raconter l'histoire de ce qui s'était passé et donc qui a pu témoigner. Et l'autre histoire tragique, c'est en bas, je ne sais pas, quand vous remontez à l'Ambrusse, vous avez vu, il y a une petite maison qui était un ancien moulin. Et en fait, ça a été là aussi, alors c'est pas vraiment dans le bâtiment, là, mais il y a eu 3 jeunes qui ont été tués sur place parce que reconnus comme maquisards et ils ont été... voilà, donc tous les ans, la commune commémore ces événements tragiques. Aussi, le 17 juillet 1944. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites histoires pour cette commune de l'Ambrusse. Et donc je pense qu'on va se rapprocher quand même du grand final. Ah, ça c'est super. Alors je termine avec cette église. Donc je vous racontais que cette église, donc, elle a été datée autour du XVIe siècle, d'accord? Donc je vous ai dit qu'il y avait une petite chapelle
qui était sur cette colline et qui était dédiée à Notre-Dame de la Consolation. Et au fait, quand Jean Soanin, qui est notre évêque mythique du local, en fait, si vous voulez, quand on fait des recherches sur nos chapelles, nos églises, souvent, on va regarder ses visites pastorales. Il a œuvré entre la fin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, 1724, parce qu'après, il s'est fait mettre un peu de côté. Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire de Jean Soanin, sinon on en a pour une heure. Mais si vous voulez, il était d'une précision, il était très méthodique dans ses recherches. Et il nous livre un plan détaillé de tout ce qui est contenu dans chaque église, l'état des églises, des chapelles, même à la Melle, il était monté, c'est pour vous dire. Donc il a été un petit peu partout dans le territoire. Et donc il nous parle de l'église de l'Ambruisse, donc c'est le XVIIIe siècle, 1703. Et il nous parle de Notre-Dame de la Consolation sur la colline d'en face, et de l'église paroissiale dédiée également à l'époque à Notre-Dame de la Consolation. Aujourd'hui, on la connaît sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption, d'accord? Mais à l'époque de Jean Soanin, elle était sous le vocable de Notre-Dame de la Consolation. Et alors là aussi, lui aussi, il raconte beaucoup de petites histoires et il disait, parce que les gens de l'Ambruisse à l'époque, donc ils continuaient à faire un pèlerinage pour le 15 août. Il montait à Notre-Dame de la Consolation et donc il va demander à ce que ça cesse, que le pèlerinage devait se faire autour de l'église paroissiale du village. Et il ne fallait pas que les gens montent là-haut, c'était parce qu'il se passait des choses qui n'étaient pas très catholiques. D'accord. Et les pique-niques, voilà. Bon, écoutez, apparemment, au milieu du 20e, ils ont continué à les faire, les pique-niques là-haut. Hein. Jean Soanin, il a plus rien faire. D'ailleurs, il va écrire que quelques années plus tard, il revient et ça continue. Il dit, mais je vous avais demandé depuis le début. Bon, ils écouteront pas. Ils en font qu'à leur tête. Et je crois que ça continue, hein, Robert. Ça fait qu'à leur tête, hein. Ici à l'Ambruisse. Non, je lance pas un débat. Alors, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de visiter cette église. C'est une grande première parce que c'est depuis 2011 qu'elle est fermée. 2011, il a fallu la fermer par arrêté municipal pour cause de péril. En fait, elle était dans un état pitoyable. Hein. Il y avait tout qui s'effondrait. Il y avait des voûtes qui étaient en train de s'effondrer. C'était devenu trop dangereux. Et il a fallu la fermer au public. Et donc 2011-2025, pour voir enfin ce lieu rouvrir ses portes. Aujourd'hui, on est à 2 phases de ce projet. La première phase a été une phase assez difficile à vivre parce que c'était que une phase de consolidation. D'ailleurs, les gens du village disaient, mais vous faites quoi dans cette église? Parce que ça ne se voyait pas. Et en fait, ils ont dû faire des... En fait, si vous voulez, on est d'ailleurs sur un sol un peu meuble à l'Ambruisse. Quand vous voyez, c'est des roubines, d'accord? Et donc, ça bouge avec le temps. Et l'église, elle est un peu sur ce type de terrain. Et donc, elle bouge également. Et donc, il a fallu lui refaire des fondations avec des infiltrations, des injections pour pouvoir stabiliser la structure, pour éviter qu'il y ait à nouveau des problèmes. Donc ça a été la première phase. Et la deuxième phase, celle que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est une phase de restauration de tous les intérieurs de l'église. Donc pareil, de l'extérieur on ne voit rien, mais vous allez avoir le plaisir de revoir un petit peu l'église. Juste 2 mots sur l'église, celle du 16e, 17e siècle, n'avait pas exactement cette structure. C'est ça qui a peut-être aussi affaibli la structure, c'est que le village a dû s'agrandir aussi, et la nef a été agrandie. D'ailleurs, ça a été parmi les fissures, c'est cet agrandissement qui a créé aussi un problème de structure. Donc c'est une église qui est orientée, je vous rappelais, je vous ai dit est-ouest, avec 2 chapelles latérales. Vous allez avoir Notre-Dame du Rosaire sur la gauche et Saint-Clair et Saint-Léger sur la droite. D'accord? Et Saint-Clair, c'est le patron de l'église. Hein, souvent, on a le vocable de l'église et après le saint patron. Donc c'est Saint-Clair et donc c'est la chapelle qui est sur la droite. Aujourd'hui, je crois que les peintures n'ont pas été remises, donc on n'a pas encore les... Voilà, mais vous allez voir, c'est un travail magnifique qui a été fait pour les chapelles latérales. Je pense peut-être, Robert, tu vas en dire un peu 2 mots de ces travaux
Ouais, ces travaux, ils ont commencé depuis 2014, donc avec les injections faites par l'entreprise Gamba de Digne, hein, parce que comme tu le rappelais, on est sur un terrain, il y a une couche d'argile et une couche de schiste, et entre circule de l'eau. Donc c'est pour ça que l'église descendait, on m'avait prédit que dans 50 ans, elle risquait d'être en bas. Donc c'est fait, c'est consolidé, et puis après on a attaqué la phase 2 qui est la restauration de l'intérieur, refaire le plancher, refaire toute l'électricité. Et l'électricité, on a mis la commande d'électricité dans la sacristie en creusant une tranchée à partir d'ici, en augmentant la puissance, et on passe par derrière pour aller dans la sacristie. Alors actuellement les électriciens doivent revenir pour nous brancher les cloches, parce que moi je ne vous cache pas que ça me manque beaucoup. Hein, mais, ouais. Donc c'est en cours. On n'y peut rien, ça fait partie des contrats, ils vont revenir, ils ont eu d'autres travaux ailleurs, et on a refait tout le plancher. Et puis alors, les autels latéraux ont été refaits en gypse, avec des moulages, ce sont des choses parfaites. Alors là, vous allez aller voir ce travail qui est incroyable. C'est un gibier qu'on a souvent rencontré sur les manifestations de la communauté de communes. Oui. C'est Pierre Caron. Pour certains, peut-être vous le connaissez, il est de Saint-Julien d'As. Et c'est un gibier d'exception. Et en fait, on a eu la chance, c'est lui qui a restauré les hôtels de l'Ambruisse. Donc voilà. On va peut-être découvrir là, il reste l'hôtel central à faire, tout ça. Voilà. J'espère que tôt ou tard, on l'inaugurera. D'ores et déjà, ils avaient cassé la croix et son support. Je me suis débrouillé de faire racheter par l'entreprise Gamba une croix que j'ai choisie sur Internet. On doit la peindre. 5-6 ans, à peu près. Voilà. Et les personnages, on va les mettre en doré. Voilà. Et puis surtout, il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup. Il y avait ici un vitrail qui était à secteur rayonnant de 45 degrés. Et j'avais demandé à ce qu'on mette un vitrail de la Vierge. Vous le verrez, il est très attachant. Vous le verrez de l'intérieur, il est magnifique. Voilà. Alors, parce qu'une fois que vous serez dedans, je ne pourrai plus vous parler. En fait, on avait fait faire, pour cette phase de restauration, on nous avait demandé, l'architecte avait commandé une étude stratigraphique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, ils étudient les différentes couches qu'il y a pu y avoir pour voir s'il y a eu des décors peints. Parce que souvent, on badigeonne dessus, on dit bon allez, on cache misère. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, si vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent en 2011, c'était tout blanc ou bleu. Et en fait, le décor d'origine du 19e siècle, parce que vous avez une date qui est portée, d'accord, 1888. Parce qu'en fait, déjà à l'époque, au 19e, l'église avait nécessité des importants travaux de restauration qui ont été finalisés en 1888. Et au 19e, l'église avait été décorée de la sorte. Donc vous aviez un décor peint incroyable vous le retrouvez si vous vous baladez dans nos églises du territoire. Vous retrouvez ce décor, je dirais, à Thorame-Haute. Vous retrouvez ce type de décor. On passe à Angle, l'église d'Angle. Voilà. Alors, bien sûr, le choix a été fait ici de ne pas refaire. Parce que par contre, vous allez voir, quand vous rentrez, on a laissé là où ils avaient retrouvé des décors, vous allez pouvoir l'apercevoir. Donc, ils ont gardé quand même certains endroits où on avait pu garder une partie de ce décor pour qu'on garde quand même un souvenir de ce décor du 19e siècle. Voilà, ça c'est les petites choses que vous allez découvrir en rentrant.